Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et joyeux Noël, j'espère que vous allez bien, la tech ne s'arrête jamais, le Rendez-vous Tech est là pour vous accompagner encore une fois, même pendant cette période de fête. Je suis Patrick Béja et dans cette émission, on parle de tech, on parle de technologie, d'internet et de gadgets toutes les semaines. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu plus intimiste, on est juste vous et moi, comme ça arrive parfois dans l'émission. Je fais cet épisode tout seul parce que c'est le jour de Noël, on est le 25 et comme je le disais, la tech ne s'arrête jamais et donc je suis là pour vous souhaiter un joyeux Noël et je souhaite tout particulièrement un joyeux Noël à Sancho, Julien Gréaume, Thib, Guillaume, Pierre-Henri, Albin, Franck Topalian et Albin Tendron qui font partie des auditeurs qui soutiennent l'émission financièrement sur patreon.com. Donc merci à eux et merci à tous ceux qui le font et un joyeux Noël à vous tous mes patriotes adorés puisque vous me permettez de faire ce travail et que vous payez pour une information de qualité, en tout cas j'espère, c'est le but. Et donc aujourd'hui on va avoir un épisode un petit peu particulier pour Noël avec trois sujets, juste trois informations et même tendances, j'aurais presque tendance à dire. Donc trois tendances de la tech qui sont pas forcément spécifiquement de 2018 mais qu'on remarque tout particulièrement en 2018 ou en tout cas qui moi m'ont frappé. Alors il y en a une je pense que vous aurez à laquelle vous penserez déjà, qui est sans doute l'information la plus importante de 2018 au niveau de la tech, ou en tout cas celle qui a fait le plus de bruit et qui a fait beaucoup de bruit pas qu'une seule fois, mais je vais laisser le suspense vous tenir en haleine et commencer par deux autres sujets dont le premier est beaucoup plus léger, on va dire. Léger et en même temps peut-être pas tellement. Ce sujet fait suite à un article de The Atlantic, un article de Taylor Lorenz, qui parle de la manière dont les stars sur Instagram gèrent leurs relations avec les marques et des excès, de certains excès que ça peut atteindre, et peut-être pas d'une manière à laquelle vous pensez. J'ai sélectionné ce sujet parce que c'est quelque chose qui cristallise et qui symbolise un petit peu la manière dont nous avons évolué dans notre rapport à la pub, et dont les personnes célèbres ou semi-célèbres gèrent leurs relations avec les marques et les sponsors qui les payent. En l'occurrence, l'article de Taylor Lorenz explique que certaines célébrités de Instagram ont pris l'habitude maintenant de créer du faux contenu sponsorisé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faux contenu sponsorisé ? C'est un petit peu étrange comme concept, mais en fait, c'est l'idée que ces influenceurs vont créer des posts, enfin des photos Instagram, qui ont l'air de contenu sponsorisé, mais qui en réalité ne sont pas sponsorisés. Donc ils vont poster par exemple une photo d'un hôtel et ils vont dire en texte un grand merci à l'hôtel avec le tag, enfin le pseudo de l'hôtel, un grand merci à l'hôtel machin de m'avoir reçu pour un séjour extraordinaire. Ou alors poster une photo très stylisée de produits de maquillage et poser la question à la marque de maquillage. Dire quelle couleur pensez-vous qu'elle irait mieux avec moi, genre Chanel, quelle couleur pensez-vous qui irait mieux à mon teint? Et ces contenus, c'est exactement le format des contenus sponsorisés habituels, entre guillemets, et c'est exactement le même format, mais évidemment les marques n'ont pas payé pour. Et ça paraît étrange comme comportement, mais en fait la raison est très simple, c'est qu'ils sont en recherche de légitimité et de légitimité pour, dans un second temps, obtenir de vrais sponsors qui vont les payer pour faire pour faire de la publicité. Alors, c'est hyper bizarre pour nous de se dire que on est passé
d'un monde, pour particulièrement les plus anciens d'entre nous, et je sais que les auditeurs du Rendez-vous Tech sont généralement un petit peu plus âgés que les gens d'autres médias. Donc on est entre 20 et 40 ans, on va dire. Et pour des gens comme nous, la pub, c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable. Ou en tout cas, j'exagère, pas souhaitable évidemment, c'est pas le cas, mais que le fait de faire la promotion d'un produit en son propre nom, c'est un petit peu l'idée que bon bah le produit nous a acheté et donc bah il faut bien vivre, donc il y a pas de problème, enfin à moins qu'on ait des patriotes extraordinaires bien sûr, mais il faut bien vivre, donc bah c'est comme ça que ça fonctionne, c'est pas grave, ça permet d'avoir du contenu gratuit, mais c'est pas quelque chose non plus dont on va être fier. Et ben là, c'est un retournement de situation où les influenceurs mettent ça en avant comme une fierté. Et c'est très étrange à appréhender. Je crois que c'est assez surprenant pour nous. Et c'est peut-être même, dans le cas de certains d'entre nous, quelque chose qu'on aura du mal à comprendre. Évidemment, quand on est immergé dans cet univers, eh ben, c'est vrai que si on n'a pas de contenu de ce type-là, c'est qu'on est un influenceur de catégorie peut-être un petit peu moins importante. Et c'est vrai que quand on va voir le contenu sponsorisé, on va se dire ah tiens, cette personne, il est tellement important que telle marque est allée le chercher et lui a demandé de parler de lui, et ça donne de la crédibilité. C'est un petit peu... Je pense que certaines personnes vont penser ah bah c'est quand même triste qu'on vit dans un monde où les gens vont faire de la publicité, de la fausse publicité gratuitement. Dans quel monde vit-on ? Et d'un autre côté, le fait est que dans ce contexte, c'est un petit peu compréhensible, et c'est de cette manière que le jeu se joue, comme on dit en anglais, et ça se comprend un petit peu plus, je dirais. Maintenant, ça pose... Moi, ça me dérange, hein, parce que je suis de cette génération, je disais de 20 à 40 ans. Moi, je suis un petit peu au-dessus, hein, j'ai 45 ans cette année. Donc, c'est sûr que ça me fait bizarre. D'ailleurs, je serais curieux de savoir si certains d'entre vous, qui sont, j'imagine, plus jeunes, mais peut-être pas forcément, ça vous paraît normal, naturel, ça vous choque pas. Mais vous pouvez venir dire dans les commentaires ou sur Twitter ou sur Facebook ce que vous en pensez, mais... c'est vrai que moi, ça me paraît étrange, mais il y a deux éléments qui sont également intéressants à évoquer. C'est d'une part le fait que la publicité, selon toutes les règles d'éthique et de déontologie journalistique et même légale, hein, légalement les journalistes ou même les influenceurs aujourd'hui aux États-Unis et en France sont obligés de déclarer quand ils font de la pub. Donc il faut généralement, c'est difficile à enforce, donc à s'assurer qu'ils le font bien, parce qu'il y en a beaucoup. Et ces influenceurs dont on parle, c'est des influenceurs qui ont 10 000, 20 000 followers. Généralement, c'est ce genre de contexte, si je ne me trompe pas. Donc, c'est pas non plus des gens qui vont avoir beaucoup de visibilité, dont on va pouvoir aller les punir s'ils font pas les choses bien. Mais encore une fois, les règles s'appliquent à ceux qui font de la pub et qui doivent le déclarer. Donc, il faut mettre un petit hashtag sponsor, hashtag ad, hashtag pub, etc. Mais donc, ça, c'est qu'il faut déclarer quand on fait de la pub. Mais il n'y a aucune règle qui dit qu'il faut déclarer que ça n'est pas de la pub quand on fait un truc qui y ressemble. Et d'une certaine manière, c'est un petit peu induire les gens en erreur. Je sais pas si on peut vraiment dire que c'est de la manipulation. Moi, ça me dérange parce que on fait penser que la personne a été payée pour ça et que la marque a payé pour. Mais c'est pas vrai. Donc c'est d'une certaine manière un petit peu de la manipulation. C'est un petit peu du mensonge. Mais est-ce qu'il faudrait du coup qu'il y ait un hashtag ce n'est pas de la pub, ou alors a priori, si les hashtags pour la pub sont suffisamment bien respectés, le fait qu'il n'y en ait pas nous fait comprendre que ça n'est pas vraiment de la pub ou un contenu sponsorisé. Donc, ça devrait être clair, mais dans la pratique, ça l'est pas. Donc, je sais pas, ça pose tout un tas de questions comme ça qui sont inattendues et qui sont intéressantes.
Et il y a un autre aspect de ça qui est hyper intéressant aussi, c'est le fait que les marques ne sont pas forcément contentes du résultat qu'ils vont obtenir avec ce type de sponsoring, pas sponsoring, que les gens font d'eux-mêmes. Parce que quand une marque va payer un influenceur pour parler de son produit, la marque a un droit de regard sur la manière dont c'est fait. La marque peut s'assurer que la présentation du produit respecte son message, que les choses atteignent un certain niveau de qualité, etc., etc. Quand c'est un influenceur qui décide de faire un truc dans son coin, si moi demain je me dis il faut que je gagne en crédibilité, donc je vais faire de la pub pour Nutella, et que je me dis un bon moyen de faire de la bonne pub pour Nutella, ça serait d'enduire mon fils, de vider un pot de Nutella sur la tête de mon fils et de prendre des photos et de mettre bonjour Nutella, mon fils adore vos produits, quelle merveille. Je suis pas sûr que qu'ils adoreraient. Ça ferait sans doute, j'imagine, beaucoup rire les followers, mais bon, donc vous comprenez un petit peu. Bon, ça, à la limite, c'est marrant, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des produits qui sont pas présentés de manière satisfaisante pour les marques, donc ça leur pose des problèmes. Donc qu'est-ce qu'ils font à ce moment ? Est-ce qu'ils vont aller voir l'influenceur et lui dire désolé, il faut que vous retiriez ce contenu parce que ça correspond pas à notre image ? Est-ce qu'ils vont ensuite, je sais pas, invoquer une clause de droit d'auteur pour faire supprimer le contenu ? C'est compliqué à gérer, même pour les marques. J'imagine que la plupart sont quand même contentes que de la pub gratuite, mais il peut y avoir des cas où c'est pas franchement idéal. Donc voilà, c'est tout un tas de questions qui se posent, et c'est encore une fois, comme toujours avec les changements technologiques, des questions qu'on n'imaginait pas vraiment qu'elles pourraient exister. Et c'est aussi pour ça que j'aime faire l'émission, et j'espère qu'elle vous plaît également, c'est que ça nous permet d'explorer et de commencer à réfléchir à ces questions, et peut-être, j'espère parfois aussi, de dépasser le simple c'est n'importe quoi, ou les jeunes aujourd'hui, ou franchement comment est-ce qu'on en est arrivé là, et considérer les choses. Bah oui, c'est le monde dans lequel on vit, il y a tel et tel élément. Est-ce que c'est effectivement quelque chose de critiquable ? Est-ce que c'est quelque chose de compréhensible ? Est-ce que ça pose des questions intéressantes ? Est-ce que ça peut amener des choses intéressantes, etc., etc. Donc là, c'est un de ces éléments où on se dit au départ what the fuck, comme disent les jeunes, et puis ensuite on y réfléchit et puis on comprend que il y a peut-être un petit peu plus que le simple what the fuck, même s'il reste présent à l'arrière de notre esprit. Donc ça, c'était le premier sujet que je voulais évoquer. Le deuxième sujet, c'est relatif à l'intelligence artificielle et au machine learning en général. Et d'ailleurs, il y a un article en particulier qui m'a évoqué. Je vais revenir. Je vais essayer de retrouver l'article qu'on avait fait. Pardon, l'épisode. Voilà, je l'ai retrouvé. Donc je vais en parler. L'épisode spécial machine learning et deep learning. C'est l'épisode 217 qu'on avait fait avec Nico Tup, où on avait parlé en profondeur de ce qu'est vraiment le machine learning et le deep learning, et on avait expliqué techniquement comment ça fonctionne pour essayer de comprendre d'où ça vient, etc. Donc ça, c'est un épisode que je vous encouragerais à aller écouter si vous voulez comprendre un petit peu plus sur le machine learning. Il date de l'année dernière, en juillet, donc ça date déjà un petit peu. Mais l'article dont je voulais vous parler, qui va m'amener sur une réflexion un petit peu plus large, c'est un article, un dossier de recherche de NVIDIA, qui est le fabricant de cartes graphiques, qui fait de la recherche plus particulièrement sur les graphiques, évidemment, puisqu'ils fabriquent des cartes graphiques. Et ils ont publié un article où ils montrent les progrès qu'ont fait l'intelligence artificielle et le deep learning pour la génération de visages réalistes. Et je vais essayer de mettre l'illustration de ces visages, une partie de ces visages que je vais vous expliquer dans
l'illustration de l'épisode et je vais essayer de le mettre dans le MP3. On va voir ce que ça donne. Peut-être que si tout va bien dans votre lecteur de podcast, vous pouvez aller regarder l'illustration et voir un petit peu ce que ça donne. Je mettrai également le lien vers l'article de The Verge sur lequel je me base pour cette discussion. Et allez le voir pendant que je vous parle de ça, parce que c'est très très visuel évidemment, et une fois n'est pas coutume, là je pense qu'il est important d'avoir l'image pour bien comprendre, mais je vais vous expliquer tout de même. C'est une réflexion sur ou une constatation sur la qualité des visages générés par intelligence artificielle, des visages donc de personnes qui n'existent pas. Alors on voit en 2014 dans l'article, c'est pas l'image que je vais utiliser, mais on voit en 2014 les visages qui sont minuscules en noir et blanc et qui ressemblent à des sortes de visages pris en vision de nuit, pas très détaillés, de quelques pixels sur quelques pixels, ou disons 200 sur 200 pixels. Et on a aujourd'hui la génération des visages qui sont des visages complètement réalistes, photoréalistes, et qui sont des visages de personnes, vraiment des visages de personnes qui, il se trouve qu'elles n'existent pas, mais il est à mon sens impossible, mais vraiment littéralement impossible, de comprendre que cette personne n'existe pas et que ce visage a été généré par un algorithme entraîné par du machine learning et du deep learning. Et donc, ce sont des créations de choses qui n'ont aucune base dans la réalité et qui pourtant semblent incroyablement réelles. La partie que je voulais évoquer encore plus, c'est la partie où ils utilisent deux types de visages. Ils utilisent des visages sources qui existent, des visages destination qui existent, et puis ils prennent un visage destination et ils font une sorte d'intégration du visage destination dans le visage source pour en créer un troisième qui n'existe pas. Et le visage, disons que ce troisième est l'application des caractéristiques du visage source au visage destination. Donc si on a par exemple le visage d'une femme en destination, une femme avec les cheveux longs, les cheveux un petit peu bouclés, et les cheveux noirs, et en source un homme chauve avec des lunettes très noires et qui n'a pas de barbe, l'homme est presque chauve, et ben le résultat est un homme avec une barbe, des lunettes, mais des lunettes qui sont pas noires, des lunettes qui sont des lunettes de vue, et une chevelure très naturelle. De la même manière, si on applique à cette destination donc de cette femme avec les longs cheveux noirs le visage d'une petite fille qui a des longs cheveux blonds droit, et ben le résultat est une femme qui a également des cheveux longs mais toujours ondulés et qui a un visage très différent du premier. Et enfin, c'est très difficile à expliquer. C'est pour ça que je vous disais, il vaut peut-être mieux que vous regardiez l'image, mais le mélange de ces deux est fascinant parce que on voit effectivement les influences des deux, mais c'est pas un mélange où, vous savez, on a ces outils de transformation d'un visage en autre et ça fait une sorte de morphing comme dans le clip de Michael Jackson de l'époque où on passe d'un visage à l'autre. C'est pas ça. C'est qu'il prend des caractéristiques, l'algorithme, intelligemment d'un visage et les applique à un autre pour créer quelque chose de complètement différent. Et là encore, on est dans quelque chose de différent, des visages générés véritablement sans modèle de base. Simplement, on lui donne des milliers, des millions de visages et on lui dit maintenant, fais un autre visage. Et il crée des visages complètement inexistants. Alors, il y a, si on va un petit peu plus loin dans l'article, on voit qu'il y a des moyens de repérer possiblement le fait que ça soit un visage qui n'existe pas. Il y a des choses comme la symétrie est pas parfaite. C'est surtout sur la symétrie. La hauteur des oreilles est pas forcément la même. Les yeux sont un petit peu trop identiques ou les couleurs des yeux sont pas les mêmes, ce qui est évidemment très rare dans la réalité. Mais donc
au-delà de ces quelques exemples qui sont pas toujours faciles à repérer et qui sont pas toujours présents, vraiment, ces visages sont incroyablement réalistes. Et ce qui est encore plus saisissant, c'est que les visages, les petits visages en noir et blanc, qui sont des visages de très très près, qui n'ont même pas d'oreilles, pas de cheveux, qui sont vraiment la bouche, les yeux et le nez, ils dataient de 2014. Et en seulement 4 ans, on est arrivé de ces visages complètement inutilisables à des visages complètement réalistes et utilisables. Et là, je vais étendre un petit peu la réflexion, c'est-à-dire qu'en 4 ans, on est arrivé à ce résultat, mais on a eu aussi d'autres résultats de la capacité de création de l'intelligence artificielle. NVIDIA a notamment présenté un petit peu plus tôt dans l'année un moteur de rendu qui utilise l'intelligence artificielle plutôt que les modèles en 3D. Alors un moteur de rendu, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un système qui va générer des images numériques à partir donc de rien, de la même manière qu'on a les images numériques, enfin des images de jeux vidéo, des images de films d'animation numériques, etc. Bah, c'est des images qui n'existent pas. Sauf que jusqu'à maintenant, on utilisait des modèles en 3D qu'il fallait modéliser à la main, un petit peu comme un sculpteur, et puis on disait à l'ordinateur ensuite, utilise ces modèles en 3D, on va placer la caméra, et tu nous sors l'image correspondante. Et ben là, NVIDIA a, dans un cas très spécifique de parcours de ville avec des voitures, pris des exemples de parcours de ville avec des voitures et ensuite régénéré des images correspondantes à partir de rien du tout, à partir du modèle qu'il a compris avec les images existantes. Donc il comprenait, là il y a une voiture, là il y a des arbres, là il y a une rue, là il y a des bâtiments, et ben je vais refaire un truc qui va y ressembler, mais sans avoir moi-même de modèle en 3D. Je vais simplement imaginer ce que serait un parcours en ville, en voiture, à partir de ce que j'ai vu. Et évidemment, c'est dans des cas très spécifiques, mais c'est la première fois qu'on voit vraiment ce type de modélisation sans modèle en 3D, mais ce type comment dire, de réalisation, de visualisation, peut-être que c'est le bon mot, de visualisation de scènes mouvantes de cette manière, générées par une intelligence artificielle, d'une certaine manière, avec la diminution de l'intervention humaine importante par rapport à ce qu'on avait avec la 3D jusqu'à maintenant, et qui est évidemment encore utilisable aujourd'hui. Et en plus de ça, je pense qu'on a tous vu passer ces trucs semi-blagues, mais qui existent vraiment, où on fait des expériences où on donne des scripts de films à une intelligence artificielle, un algorithme de deep learning, on lui donne des centaines, des milliers de scénarios de films, et on lui dit, bon, bah maintenant, vas-y, sors-en un. Et on a vu ça avec des types de films particuliers qui sortent des scripts hyper marrants, qui n'ont pas énormément de sens, mais qui sont quand même pas complètement incohérents non plus. C'est pas non plus qu'on a donné un clavier à un singe, selon la fameuse image, et qu'il a sorti n'importe quoi. Et là, on est vraiment le millionième ou l'infinité de singes avec l'infinité de claviers et qui nous sort Shakespeare, presque. Mais on a donc une intelligence artificielle qui a lu des milliers de scénarios et qui sort un scénario qui ressemble à quelque chose. Et si on met tout ça ensemble, on arrive à un truc où l'intelligence artificielle génère des visages réalistes, peut générer des images mouvantes plus ou moins réalistes, peut écrire des scénarios plus ou moins réalistes. Je me demande à quelle distance, à quel temps on est du moment où une intelligence artificielle ou un algorithme de deep learning prévu pour ça pourra carrément réaliser un film. Alors il faudra plusieurs éléments, il faudra celle qui crée les images, celle qui qui écrit le truc, celle qui comprend. On n'y est pas du tout, hein, mais je crois que on dépasse le domaine, ou plutôt on n'est plus tout à fait dans le domaine de la science-fiction. Et on est dans celui de la science-imagination, on va dire. On peut se dire, on va y arriver dans 5, 10, 15 ans peut-être, mais ça pourra arriver. Surtout quand, encore une fois, on voit ces
évolutions qu'il y a eu entre les visages d'il y a 4 ans et les visages d'aujourd'hui. Bon, c'est très spécialisé, donc peut-être que le fait que ça ait évolué de manière aussi impressionnante dans ce domaine, c'est une trajectoire droite. Ça ne veut pas dire que tout à coup, on va pouvoir animer des personnes et les faire bouger par intelligence artificielle. Encore que les exemples qu'on voit dans le résultat des chercheurs qui ont modélisé avec intelligence artificielle les villes, le parcours en ville, ils disent aussi qu'ils ont modélisé des mouvements de danse d'un des deux chercheurs par rapport à la danse Gangnam Style, alors que lui ne l'a jamais fait et ça a été généré sans modèle en 3D et simplement en disant à une intelligence artificielle, fais ce que tu vois là avec telle personne. Donc, bon, c'est encore une fois, c'est pas non plus sans intervention humaine, mais ça me fait me poser la question, encore une fois, de quel est le domaine que l'intelligence artificielle ne va pas pouvoir toucher et changer. Et l'intelligence artificielle est un terme tellement vague, on l'utilise à toutes les sauces, mais d'une certaine manière, c'est ça, c'est le deep learning et la technologie finalement. Et même si on revient de manière beaucoup plus terre-à-terre, ces visages ultra réalistes qu'on voit, qui sont basés sur rien, je pense qu'ils sont déjà parfaitement utilisables pour des photos, des stock photos, des photos de, vous savez, comment ça s'appelle, qu'on peut trouver gratuitement ou en payant une certaine somme pour les utiliser dans nos productions. Et on s'en sert beaucoup. Moi, je m'en sers pour illustrer certains épisodes de l'émission. Il y a des moteurs qui stockent tous ces trucs. Et il y a plein de photographes qui prennent des photos de différentes situations. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'en aura plus besoin, mais je peux tout à fait imaginer que ce genre de visage, ça puisse être utilisé pour faire une petite pub dans laquelle on n'a pas énormément de budget, et on met le visage d'une personne souriante qui a l'air sympa pour faire de la pub pour notre assurance, par exemple, ou pour faire de la pub pour un médicament, ou j'en sais rien. C'est ce genre de truc à quoi ça me fait penser, où ça n'a pas forcément besoin d'être hyper artistique, ou etc. Mais là, du coup, ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'acteurs pour ce type de produit. Mais aujourd'hui, c'est pas dans 5 ans, dans 10 ans. Cette personne qui n'existe pas pourrait être utilisée pour ce type de choses aujourd'hui, vraiment. Donc c'est très impressionnant, et donc ça veut dire que des choses comme les acteurs déjà peuvent être non, je vais pas dire que les acteurs on peut s'en passer, mais les modèles, dans certains cas, on peut effectivement ne pas en avoir besoin. On peut imaginer avoir des foules plus réalistes dans des scènes de films sans avoir à payer de figurants, ce genre de choses. Alors, peut-être que ça coûte encore très cher de générer ce genre de visage et ensuite de les placer dans les films, etc. Mais peut-être que c'est plus simple d'avoir des figurants. Mais à terme, vu l'évolution de tous ces trucs, je suis certain qu'on arrivera à une étape où ça sera une des options. Donc voilà, ça c'est pour l'aspect visuel de l'intelligence artificielle. Je veux aussi mentionner le fait que, n'oubliez pas, on a eu Google Duplex. Vous vous souvenez, cet algorithme qui répond au téléphone de manière réaliste, qui va dire ces petits oui, une seconde, et qui va faire des réservations pour vous avec Google Assistant sur Android. Eh bien, ça aussi, c'est une étape dans le réalisme de certaines parties de l'intelligence artificielle. Et on a, puisqu'on parle d'assistants, je vais mentionner également l'étude annuelle de Lou Ventures qui étudie les différents assistants virtuels pour dire que le résultat est un petit peu surprenant en ce sens que Siri est pas si mauvais qu'on le penserait. En fait, c'est généralement un petit peu la blague. On dit Siri, c'est un petit peu lamentable. Bon, alors d'abord,
les réponses correctes sont bien meilleures chez Google. On est à 87,9% de réponses correctes. Et Siri répond correctement à 74,6% des questions. Alexa répond correctement à 72,5% et Cortana, qui est bien en retrait, à 64,4%. Donc clairement, Google loin devant, Siri et Alexa dans un mouchoir de poche autour de 70-75% et Cortana en retrait. Donc ça c'est intéressant, mais il faut mentionner que ça inclut tout un tas de catégories de questions comme les questions locales, genre où est le café le plus proche, des questions de commerce, est-ce que tu peux acheter tel ou tel truc, des questions d'information générale ou des questions de demandes spécifiques, genre mets-moi un rendez-vous à 2 heures. Et donc, certains assistants font très bien dans certaines catégories et pas très bien dans d'autres, et certaines catégories sont pas hyper importantes pour certains assistants. Donc, ça va dépendre, on va dire, du type d'assistant que vous avez. Google est généralement de loin le meilleur. Siri est meilleur sur les commandes parce qu'il est tellement intégré au système, genre lance telle app, etc. Mais c'est le seul endroit où Siri fait mieux que les autres. Sur l'information, Google et Cortana sont quasiment aussi bons et Siri est bien en retrait. Bien en retrait même par rapport à Cortana. Donc si on va demander quel âge a un tel, où est-ce que va jouer tel groupe aujourd'hui, etc. Ou quel match a lieu aujourd'hui, ou etc., etc. Ce genre de truc, Siri est toujours pas bon, ce qui contribue peut-être, enfin pas bon. Ils sont à 66% de bonnes réponses, contrairement à 94% pour Google, qui est bien meilleur, donc c'est peut-être ça qui contribue à la mauvaise image de Siri. Mais la raison pour laquelle je voulais évoquer ça, c'est pas tellement le fait que un tel ou tel assistant réussisse mieux ou moins bien, c'est pour dire que la compréhension de tous ces assistants est incroyablement bonne pour toutes les questions qui ont été posées. Alors encore une fois, c'est une série de questions spécifiques, mais Google comprend 100%, Siri 99,6%, Alexa 99% et Cortana 99,4%. Donc, tous les assistants comprennent tout ce qu'on leur dit. Alors ensuite, ils peuvent peut-être pas répondre correctement, mais ils comprennent tout. Et ça, c'est également une étape incroyable qui est passée, ou c'est même pas une étape, ça a été une progression constante, mais c'est de la même manière. Quand Siri a été lancé et quand ses assistants sont arrivés avec Google Assistant, on devait être en 2011, 2012, quelque chose comme ça. On n'est même pas à 10 ans du lancement, et vous vous souvenez comme c'était compliqué de se faire comprendre de ces machines. Déjà, aujourd'hui, ils comprennent tout, et ça fait même pas 10 ans. On a des progressions invraisemblables dans ces domaines. Je pense que vous l'aurez compris, je vais arrêter de le répéter, mais c'est vraiment, vraiment surprenant. Et le dernier sujet, j'ai un petit peu menti en disant que j'avais que 3 sujets, hein, c'est des sujets à tiroir, mais le dernier sujet, c'est que Samsung va arrêter d'utiliser son assistant Bixby dans les téléviseurs. Et on ne sait pas si ça veut dire qu'il va arrêter d'utiliser Bixby tout court, mais là où c'est intéressant, c'est que du coup, ça confirme que Samsung a peut-être des difficultés pour créer un assistant digne de ce nom, et on se rend compte à quel point l'importance de la taille et du nombre de données auxquelles on peut avoir accès grandit pour améliorer la qualité de ces assistants, parce que des trucs, il y en a plein, il y a plein de sociétés qui ont essayé de créer des assistants. On a Samsung, on parlait de Orange avec comment il s'appelle déjà, j'ai oublié le nom je l'avais je l'ai sur le bout de la langue. Bon bref, l'assistant d'Orange également, et puis il y en a plein d'autres dont on pourrait parler. Mais c'est pas facile du tout de construire ces trucs. D'une certaine manière, je me dis, ça veut dire qu'il va en rester 3 ou peut-être 4 sur le marché, ce qui est pas forcément si peu. On voit le nombre de systèmes d'exploitation, par exemple, concrètement, il y en a 2. Et c'est peut-être par ailleurs que vient la compétition, par le web, mais pendant très longtemps, on avait 2 systèmes d'exploitation avec Linux en plus qui joue le troisième, the third wheel, on dit en anglais, l'assistant en plus, pas l'assistant, le système d'exploitation en plus qui est quand même utilisé à droite à gauche.
je parle de consommateurs, hein, bien sûr. Venez pas me gueuler dessus parce que évidemment Linux est le seul système d'exploitation qui est utilisé dans les domaines professionnels, pas le seul, mais de loin le majoritaire. Mais donc, on n'a que 2 ou 3 systèmes d'exploitation. Peut-être que 2 ou 3 assistants personnels, ça suffit pour avoir une certaine concurrence qui est saine. Je sais pas. Les assistants personnels posent d'autres problèmes. On en parlera dans l'épisode spécial de la semaine prochaine un petit peu. Vous comprendrez de quoi on veut parler, mais ça veut, en tout cas, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que c'est compliqué pour quelqu'un d'autre d'en créer. Il y a que les vrais géants de la tech qui ont la capacité, semble-t-il, de créer des assistants personnels qui répondent à nos exigences ou qui commencent à répondre à nos exigences. Et ça, c'est important à garder à l'esprit quand même parce que ça modèle un petit peu le futur, là encore, les 5-10 prochaines années de la tech. Bon, allez, j'arrive à mon dernier sujet qui, je pense que vous en doutiez, si on veut symboliser 2018, c'est quand même une série de problèmes qui revient à l'esprit. C'est évidemment Facebook et les divers scandales dont Facebook a été victime, avec évidemment Cambridge Analytica en mars, qui a été sans doute le plus gros scandale tech de ces dernières années. Au-delà même, en fait, les scandales Facebook ont presque dépassé la question de l'influence que peuvent avoir des gouvernements sur les élections, qui est restée mine de rien incertaine. Il y a eu incertaine. Son ampleur est restée incertaine. Il est évident que la tentative a été faite et que ça a eu une certaine influence, mais ça a dépassé en fait. Facebook a été victime de tellement de scandales, de fuites de données privées et d'utilisation de ces données privées, notamment dans le cadre de Facebook de Cambridge Analytica. On en a beaucoup parlé, c'est pas la peine de revenir dessus, mais pour justement influencer les gens. Et ça a dépassé, le scandale a dépassé simplement ça pour devenir Facebook ne gère pas bien ses données. On a vu Mark Zuckerberg aller devant le Congrès américain, devant les élus européens, être convoqué en Angleterre et maintenant devant un panel qui englobe plus que simplement les officiels anglais. Et d'ailleurs, il y a un article sur BuzzFeed News qui liste le nombre de scandales dont Facebook a été victime. Et je crois qu'ils en ont combien ? 31 scandales. C'est presque un toutes les 2 semaines. Alors, certains sont plus ou moins importants. Mais rendez-vous compte, un toutes les 2 semaines, ça a créé un climat de défiance qui n'est pas du tout usurpé vis-à-vis de Facebook. Mais à tel point qu'aujourd'hui, on l'a vu avec... Le dernier scandale en date qui a été publié dans un article, qui a été révélé dans un article du New York Times qui disait Facebook a donné un accès privilégié à tout un tas de sociétés tierces sans votre accord, alors que en réalité c'était pas tout à fait sans votre accord. C'était Facebook en fait vous permettait de vous loguer dans Facebook à partir d'autres applications comme Netflix ou Spotify, de manière à ce que vous puissiez vous envoyer des messages privés sur Facebook sans quitter Spotify ou certaines fonctionnalités dans Netflix aussi. Et donc, c'était pas tout à fait qu'il donnait des accès privilégiés, c'est que vous étiez logué dans Facebook peut-être sans comprendre exactement que Spotify allait avoir accès à vos messages privés. Mais bon, pour pouvoir vous permettre d'envoyer des messages privés à travers Spotify, il n'est pas très surprenant que Spotify ait la possibilité de lire ou d'écrire ces messages privés. C'est le principe de cette connexion. Peut-être que Facebook aurait pu être plus clair, mais le New York Times dit Facebook a donné vos informations privées sans votre accord, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Et ce qui dénote, en fait, là où je veux en venir, c'est que ça dénote d'une attitude envers Facebook
qui est tellement défiante, il y a tellement de défiance envers Facebook qu'on leur fait juste plus confiance sur rien. Et comme le note Slate dans l'un de leurs articles, on leur fait plus confiance sur rien et on voit le mal partout. Alors, loin de moi l'idée de défendre Facebook. Il est clair que Facebook a largement mérité cette réputation, et je sais qu'il y a certains d'entre vous qui vont se dire « Ah mais je sais, moi Facebook, ça fait bien longtemps que je leur fais plus confiance, moi je leur ai jamais fait confiance, les données privées sont trop importantes, etc. etc. » Oui, ok, d'accord. je vais pas là non plus vous contredire. Mais pour le grand public et les gens qui appréciaient Facebook, cette année a été clairement un tournant. Et du coup, on se met à voir le mal absolument partout, là où en fait, on n'a plus vraiment de discernement par rapport à Facebook. Et malgré ça, c'est peut-être aussi important, eh ben, on n'a pas le choix vraiment que d'utiliser Facebook. C'est une époque ou une configuration où le monopole de fait de Facebook se fait ressentir, parce que malgré la défiance qu'on a vis-à-vis de Facebook, eh ben, tout le monde continue à l'utiliser parce qu'il n'y a pas vraiment d'alternative. Alors, est-ce que ça veut dire que l'alternative peut arriver bientôt, justement parce que le climat de défiance est tellement fort et que précédemment, peut-être que les autres tentatives n'avaient pas prise parce que Facebook, les gens étaient heureux de l'utiliser. Je sais pas, peut-être que ça pourrait arriver aujourd'hui, mais même quand on regarde l'environnement alternatif de Facebook, si on va sur Instagram, c'est Facebook, si on va sur WhatsApp, c'est Facebook, et Snapchat, ils vont pas très très fort, et ils ont refusé de se faire acheter par Facebook. Donc, c'est vraiment compliqué, cette approche qu'on a de Facebook, mais ce qui est clair, et c'est ça que je veux noter, c'est que l'opinion, en 2018, pour moi, c'est l'année où l'opinion envers Facebook s'est vraiment retournée. Et ça, c'était pas le cas avant. Il y avait des gens qui n'aimaient pas Facebook, comme je le disais, mais c'était pas non plus, je pense pas qu'on pouvait dire que l'opinion générale était anti-Facebook. Là, il y a une animosité envers Facebook qui est claire, et on l'utilise malgré cette animosité. Maintenant, évidemment, quand on parle du public beaucoup plus large, je crois que le sentiment est peut-être un peu moins fort, surtout dans des groupes auxquels Facebook permet de s'organiser. On pense évidemment en France aux Gilets jaunes. On n'a pas attendu Facebook pour avoir des mouvements populaires en France et nulle part ailleurs, mais il est évident que Facebook facilite et permet d'organiser de manière beaucoup plus efficace ce type de mouvement, et peut-être, on saura sans doute jamais, mais peut-être que ces mouvements n'auraient pas existé sans Facebook. Et on est dans la même configuration que Facebook et Twitter pour le printemps arabe il y a quelques années, etc. Il y a quand même des aspects positifs, et le fait de pouvoir rester en contact avec sa famille, c'est évidemment un aspect positif, mais il y a tous les aspects négatifs qui sont très forts et auxquels Facebook n'arrive pas à répondre. En partie, je crois, parce que ces critiques se sont un petit peu fantasmées et on voit des problèmes partout, là où Facebook n'en a qu'une partie, ne mérite qu'une partie des critiques. Et le gros problème également, c'est que sur cette partie des critiques, peut-être qu'ils ne sont pas assez efficaces, qu'ils ne sont pas assez présents. Même si il est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même vraiment le contrôle sur ce qu'on fait sur Facebook. Et si on ne veut pas utiliser Facebook, le plus simple, c'est de ne pas utiliser Facebook. Mais si on veut utiliser Facebook, le fait est qu'on est obligé de faire avec certains éléments qui sont intrinsèques au fonctionnement du service. Donc bref, il y a tout un tas de pensées, de réflexions et de directions de réflexion qui se mélangent là-dedans. Ce qui ressort, je le répète pour la dernière fois, c'est cette défiance envers Facebook qui, à mon sens, n'existait pas encore l'année dernière, ou pas à ce niveau.
je conclus avec deux sujets liés à cette histoire de Facebook. D'une part, pour signaler que là encore, selon BuzzFeed, BuzzFeed News, qui est décidément sorti de BuzzFeed, c'était vraiment un site de memes et de petits articles clickbait, qui est devenu une source d'information vraiment fiable et importante. Ils ont noté que suite à la guerre commerciale que se livrent la Chine et les États-Unis, la censure en Chine a été particulièrement relâchée sur les critiques de Donald Trump et des États-Unis. On parle de WeChat spécifiquement, qui est l'application hyper utilisée de chat en Chine. Et donc la Chine a un petit peu tourné la molette on peut autoriser un petit peu plus les critiques des États-Unis, là où avant elle était interdite, et qui va donc évidemment, d'une certaine manière, influencer la population. C'est un des exemples de la manière dont un contrôle de l'État, un contrôle par l'État de l'Internet, c'est finalement un contrôle par l'État des médias, et c'est très peu souhaitable, on le sait, hein, mais c'est intéressant de voir, enfin on le sait, j'ai été encore une fois, comme je le disais il y a quelques épisodes, surpris de voir que certaines personnes disaient « Ah mais oui, mais les systèmes de crédits sociaux dont on parlait, c'est super bien aussi. » Et sans forcément voir les aspects négatifs. Et là, la censure étatique des réseaux sociaux, des médias sociaux et de l'Internet, on en voit un exemple. À un moment où on n'est pas trop content de tel ou tel pays ou de tel ou tel sujet, on tourne la molette de la censure, on va relâcher la censure sur tel sujet spécifique, et ça va forcément influencer l'opinion publique, parce que bien sûr il y a certains qui sont pas dupes, il y en a qui vont se dire ah bah oui ok c'est bon, le parti a relâché la censure sur Trump, on comprend bien que c'est pour ça qu'on en voit plus, mais le nombre de personnes qui vont pas forcément faire le lien ou qui vont se laisser influencer quand même, ben c'est pas zéro. Et je pense que c'est loin de zéro. Donc, et surtout vu la population de la Chine et la démographie de la Chine, donc ça va forcément avoir une certaine influence. Et c'est intéressant à noter. Et le dernier truc que je voulais évoquer, qui est un petit peu plus léger quand même, c'est le jeu Fortnite, dont vous avez certainement entendu parler, qui lors des fêtes de fin d'année, je suis sûr, a été utilisé par les petits-neveux, les petits-enfants, un petit peu partout pendant qu'on essayait d'avoir une conversation à table pour le repas de Noël. Eh bien, il y a un article hyper intéressant posté par Owen Williams sur son site Charged, où il explique qu'en fait, Fortnite, le jeu, oui, il est sympa, il est intéressant, mais en fait, le plus important, c'est que Fortnite est l'endroit où les jeunes vont se retrouver aujourd'hui. C'est un petit peu comme un café, c'est un petit peu comme un bar, c'est un petit peu comme l'appartement, enfin la maison de Lucie à laquelle on va pour passer un petit moment ensemble. Eh ben on se retrouve sur Fortnite. Et comme il est gratuit et il est disponible sur absolument toutes les plateformes, c'est hyper facile d'y aller. N'importe qui peut y aller. Si vous avez un téléphone, vous pouvez y aller. Si vous avez un PC, vous pouvez y aller. Si vous avez une console, n'importe quelle console, vous pouvez y aller. Et vous pouvez passer du temps avec tous vos potes, parce qu'on peut jouer tous ensemble, quelle que soit notre plateforme. Et pour lui, c'est cette valeur qui est hyper importante pour Fortnite. J'ai trouvé cette réflexion hyper intéressante parce que ça explique à un moment où les réseaux sociaux sont pas forcément agréables, c'est toxique, on va se faire critiquer quoi qu'il arrive sur Facebook, même sur Instagram, il faut être d'une certaine manière pour paraître plus cool ou plus sympa ou plus ce qu'on veut. Alors ça veut pas dire qu'ils n'utilisent plus tous ces réseaux, mais pour se détendre, on va sur Fortnite, on s'amuse avec ses potes, on rigole un petit peu, on fait quelques parties rapides et voilà. Et à un moment où donc l'extérieur, en quelque sorte, les réseaux sociaux ouverts, publics, sont
toxique et pas agréable. Fortnite, c'est un endroit où on est juste entre potes et où c'est un moment sympa. Et quand je parlais de ce sujet, il y a beaucoup d'auditeurs ou en tout cas de followers sur Twitter qui m'ont dit ah bah ouais, c'est un petit peu comme World of Warcraft à l'époque, il y a 10 ou 15 ans. Et c'est vrai que World of Warcraft avait un petit peu ce même statut. On y allait pour passer du temps avec ses amis. Alors enfin, World of Warcraft, c'était uniquement sur Mac et PC. On n'avait pas vraiment le chat vocal, même s'il y avait des options pour ça. Mais c'était moins universel. Mais c'est vrai que c'était un petit peu le même type d'environnement et peut-être que ça a contribué au succès du jeu à l'époque. Je pense moins que Fortnite parce que Fortnite est plus léger, on y va, on passe 20 minutes et puis on s'en va. World of Warcraft était plus un investissement même en temps plus important. Mais bon, voilà, c'est une manière intéressante d'appréhender le succès de Fortnite et la raison pour laquelle les jeunes y trouvent tellement de plaisir. Et contrairement à ce qu'on aurait pu penser il y a quelques années, c'est moins le cas aujourd'hui. C'est pas un truc qui va isoler, mais au contraire qui va les mettre en contact avec leurs amis et leurs cercles sociaux et qui va leur permettre d'interagir peut-être même encore plus qu'avant puisqu'ils peuvent le faire de n'importe où. Donc voilà, c'était quand même un petit truc un petit peu positif pour conclure cet épisode, dont j'espère qu'il vous aura intéressé, qu'il vous aura permis de passer un bon moment, peut-être dans les transports pour faire vos dernières courses. Non, Noël est déjà passé, mais peut-être que vous allez passer des repas en famille ou que vous êtes dans la voiture pour aller ou revenir de la campagne ou de passer un moment dans votre ville natale et on a passé un petit moment ensemble. J'espère que ça vous aura intéressé, que vous y aurez trouvé quelque chose d'intriguant dans toutes ces conversations. Ça, c'est mes réflexions sur les tendances de cette année. Si vous en avez, vous, n'hésitez pas à venir les partager sur Twitter ou sur les notes de l'émission, dans les commentaires de l'émission. Et puis, bien sûr, si vous appréciez l'émission et que vous vous sentez d'humeur noëleuse, n'hésitez pas à aller sur patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission puisque... cette année, ça a été une année, j'en parlais un petit peu aux Patriotes dans un éditorial un petit peu plus long, mais cette année a été une grosse année pour l'émission. Et puis pour moi, personnellement, c'est vrai qu'il y a eu la naissance du petit et en même temps, quasiment, le passage hebdomadaire pour l'émission, qui a été quelque chose de beaucoup plus lourd, de beaucoup plus compliqué que j'aurais pensé. C'était un petit peu suicidaire de faire les deux en même temps. Moi, très naïf, je me disais, un enfant au bout d'un mois, ça sera bon. Donc, dans un mois, je lance le rendez-vous tech en hebdomadaire. Et c'était pas facile, c'était beaucoup de travail, c'était beaucoup de sueur et heureusement que ma femme était là pour m'aider aussi, malgré le fait qu'elle était en train de se remettre de l'accouchement qui n'était pas forcément évident. Mais quand je me retourne, que je regarde l'année, mine de rien, on a réussi à tenir le rythme. On était un épisode par semaine, quasiment, sans faute, je crois. Et c'était beaucoup de travail, mais je pense que le résultat en valait la chandelle, le jeu en valait la chandelle, et j'espère que vous appréciez cette émission hebdomadaire et la manière dont on couvre l'actualité. Et donc, si c'est le cas, oui, pensez peut-être à y contribuer. C'est le seul moyen qu'on a pour soutenir, pour financer l'émission, et ça contribue d'ailleurs. Je paye depuis cette année les contributeurs réguliers, ceux qui sont tenus d'être là tous les mois. Et donc ça me permet aussi de sortir un petit peu d'argent et de faire grossir cet écosystème. Il y a plusieurs personnes auxquelles je peux fournir des petites piges régulièrement. Ce qui est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur et que vous me permettez de faire grâce à votre soutien. Et puis en plus, ça me permet, moi, accessoirement, la majeure partie, évidemment, c'est pour payer mes traites, mes impôts, mes loyers, mes bouffe pour le petit, etc., etc. Donc c'est vraiment, si vous soutenez l'émission, vous me permettez de continuer à vivre et de continuer à faire ce travail qui, j'espère, encore une fois, vous intéresse, vous trouvez distrayant, sympathique
sympathique, intriguant et qu'il vous apporte quelque chose. Donc merci à vous tous qui soutenez l'émission, merci à tous ceux qui l'ont fait par le passé, merci à tous ceux qui le feront dans le futur et peut-être avant la fin de l'année 2018, patreon.com/rdvtech. Et la semaine prochaine, on va avoir un épisode spécial où on va parler de l'éthique des données privées et de certains moteurs de recherche et de leur importance avec Guillaume Champeau qui est chez Quants, donc le moteur de recherche franco-français qui respecte votre vie privée. On va avoir une longue réflexion sur tout ça et peut-être sur la manière de gérer vos données privées un petit peu mieux sur Internet. Donc ça sera le prochain épisode, donc la semaine prochaine pour le nouvel an. D'ici là, si vous voulez me retrouver, c'est sur Patreon, non, ça je l'ai déjà dit, sur twitter.com/notepatrick, facebook.com/notepatrick et instagram.com/notepatrick. C'est notepatrick partout, hein, voilà, c'est très simple. Donc j'espère encore une fois que vous aurez passé un excellent Noël, que vous aurez de super fêtes, que vous aurez passé un bon moment avec moi dans vos oreilles. Je vous fais de grosses bises dans les oreilles et je vous dis à dans une semaine. Ciao à tous et encore joyeux Noël.